Julien Drey est notre invité ce matin. Bonjour Julien Drey. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous souriez, non mais c'est vrai. Vous aviez un peu disparu de la... C'est normal, je veux dire, j'étais plus député depuis 2012, j'avais passé la main. Il y avait une nouvelle génération qui était au poste de commande, il fallait lui laisser le temps de s'installer. Et puis bon, il fallait aussi moi-même réfléchir, prendre du temps, prendre la distance. À 58 ans, on n'est pas obligé d'être toujours en première ligne. Vous êtes un peu Forrest Gump de la politique, donc j'ai calmé les choses. Vous avez calmé les choses. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, je le rappelle toujours, vous avez donc toujours un rôle politique. Si je vous dis Valérie Trierweiler partie, Julien Drey revient, que dites-vous? C'est pas comme ça que les choses se posent, et vous savez, je me suis donné une règle. Oui, et je pense que dans le moment actuel, c'est bien d'avoir des règles et de les respecter. En tous les cas, les règles qu'on se fixe soi-même. Ma règle, c'est que la vie privée, c'est la vie privée. Les affaires privées se traitent en privé. Et je ne commande pas ces choses-là. Oui. Voilà. Sauf que le 10 mai 2012, c'est elle qui vous a chassé de l'entourage de François Hollande. Tout ça parce que, entre autres, vous aviez invité DSK à votre Dominique Strauss-Kahn à votre anniversaire, Julien Drey. Bon, on va pas refaire le passé. Non, je vais pas refaire le passé, je vais entrer sur des sujets plus sérieux. Mais c'est la vérité. Il y a eu des... C'est la vérité, Julien Drey. Non, mais oui, c'est la vérité. Je veux dire, pas caché. Il y a eu des tensions qui n'étaient pas liées à ce que vous évoquez là, mais à d'autres, au passé. Et puis voilà, maintenant les choses. Mais moi, vous savez, je suis pas un revanchard. J'ai ni la rancune tenace, ni la rancune éternelle. Oui. Et je ne me réjouis pas quand les gens sont malheureux ou quand ils sont en difficulté. C'est pas ma forme de vie. Peut-être que vous avez trouvé que je suis un peu neuneux, un petit peu gros nounours, que j'ai un cœur d'artichaut. Mais moi, j'ai pas cette rancune. Voilà. Vous voyez toujours le président de la République? Ça m'arrive de le voir, je suis pas... Parce que vous étiez très très proche de lui, et notamment dans la période où plus personne ne s'intéressait à lui. Mais écoutez, moi je connais François depuis 1984, et je me permets de l'appeler devant vous une fois, et puis après j'appelle le président François. Ça reste pour moi un ami. Bon, et dans l'amitié, il y a des moments plus forts que d'autres, il y a des... Et je vais vous dire, je pense qu'un ami, c'est dans les périodes difficiles qu'on voit s'il est là ou non. Voilà. C'est un peu l'histoire de Jacques Chirac, quoi, qui avait été délaissé par tous ses proches et puis qui un jour s'est retrouvé président de la République. Quoi. Et moi, vous savez que quand j'ai rencontré François Hollande en 1984, j'ai tout de suite été séduit par sa vivacité, par sa spontanéité, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Voilà. Et j'ai toujours pensé, et je pense avoir été un de ceux qui, très vite, on dit... il fera son chemin, on va le retrouver. D'ailleurs, souvent les gens me disent bon, voilà. Donc, voilà. Oui, d'accord, Julien Drey. Non, mais je suis bien d'accord. Bien, mais alors aujourd'hui, ces gens-là vous disent la même chose, franchement. Non, ces gens-là, c'est comme toujours. Ces gens-là sont déçus. Voilà, il y a de la déception. Mais je préfère qu'on commence mal pour bien finir, qu'on commence bien et on finisse mal. Donc je pense qu'il a mal commencé. Je pense qu'il y a eu des choses qui n'ont pas forcément été maîtrisées dès le départ comme il le fallait. Mais j'ai le sentiment que on est dans un combat difficile, peut-être plus difficile que ce qu'on avait prévu au départ ou que lui-même avait prévu au départ. Erreur d'analyse? Non, pas d'analyse, parce qu'on savait on se faisait pas d'illusions. Moi, j'ai jamais entendu François Hollande dire dans son entourage ça va être facile, ça va être une partie de plaisir. Voilà, on a hérité d'un pouvoir dans une situation qui n'était pas la plus simple pour le pays. Bon, voilà. Maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel. Il faut peut-être clarifier un certain nombre de choses. On va entrer. On va y venir. On va venir à l'essentiel. Oui, non, Julien Drey. Sauf que, est-ce qu'il y a, selon vous, un procès en légitimation, si je puis dire, de François Hollande? Est-ce que la droite essaie de le délégitimer? Mais la droite, d'abord, quelle droite? Quelle droite? Voilà. Ça, c'est un des problèmes, d'ailleurs, de la vie démocratique. C'est-à-dire, quand il n'y a plus une opposition structurée, quand cette opposition n'a pas pris le temps nécessaire à faire le bilan de sa défaite, à se restructurer, à se mettre en position d'être une alternative, parce que c'est ça la question qui est posée, eh bien, il y a quand même aussi un vide. Et on se retrouve face à une droite éclatée, sans chef, sans programme, sans projet, et qui, effectivement, est emportée par toutes les dérives. Et c'est pas réjouissant. Contrairement à ce que certains pensent, je crois pas que le calcul pour nous, ça soit de se dire on va éliminer la droite, on n'aura plus que le Front National en face de nous, et comme ça on sera tranquille pour 20 ans. C'est le procès qu'on vous fait. Oui, c'est le procès que certains, mais on joue pas avec le feu. Quand on est responsable politique... Vous croyez que certains ne jouent pas avec le feu, franchement? En tous les cas, ce que je sais, c'est, je peux témoigner une chose, c'est pas, ça je peux m'en porter garant, c'est pas le calcul du président de la République. Ça, je le sais. Pour en avoir discuté pendant des années, c'est pas son calcul. Et c'est pas sa logique. Après, qu'il y ait quelques esprits tortueux qui se disent, surtout à la veille des élections, qui font des calculs, ils ont tort. Pourquoi? Parce que
On a vécu pendant longtemps sur le thème, bon, le Front National, il fait peur, mais il n'arrivera jamais au pouvoir. Et ce jamais n'a aucun sens. Parce que c'est ce que se disait aussi au début des années 30 un certain nombre de démocrates en disant les choses n'iront jamais jusqu'au bout. Elles peuvent toujours aller jusqu'au bout. Et on le voit à l'échelle de la planète que la barbarie, elle n'est jamais loin. Elle n'a jamais reculé pour disparaître. Voilà. Et la donc, barbarie, c'est le Front National ? Non, c'est pas le Front National. C'est tout ce que génère. Oui. La barbarie, c'est ce qu'il y avait il y a 15 jours dans les rues de Paris. Que vous n'avez peut-être pas tous regardé comme il fallait. C'est pas simplement des images excessives. La barbarie, c'est quand des gens se mettent à crier juifs, juifs, juifs. La barbarie, c'est quand ces centaines de manifestants avaient dans l'idée, ce qui n'a pas été révélé par la presse, d'aller le soir rue des Rosiers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont arrêtés, place Vauban. Parce qu'ils avaient l'intention de recommencer des choses qui ont existé dans l'histoire. D'aller rue des Rosiers. D'aller rue des Rosiers. Et vous savez ce que ça veut dire quand on dit aller rue des Rosiers. Oui. Julien Drey, je vais revenir là-dessus. Mais parlons de François Hollande et de sa décision autour du projet de loi sur la famille. Quand même, quelle confusion! Quelle confusion! François Hollande décide, pardon, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, décide la semaine dernière de retarder ce projet de loi sur la famille. Il y a cette manifestation dimanche importante, vous en convenez. Importante, beaucoup de monde. Évidemment. Le soir, il est donc décidé, là, définitivement, de ne plus présenter ce projet de loi en 2014. Le lendemain matin, Manuel Valls, sur RTL, dit il n'y aura pas d'amendement déposé sur la PMA et la GPA. Ensuite, on voit le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale qui dit mais de quoi se mêle Manuel Valls? Ensuite, le Premier ministre qui, dans un premier temps, dit Manuel Valls a raison, et puis, dans un deuxième temps, qui confirme la décision prise par le président de la République. Mais mettez-vous à la place des Français. Je me mets à la place des Français. Je pense qu'il y a effectivement aujourd'hui beaucoup de Françaises et de Français qui se disent il y a eu un flottement. Mais le flottement est réel, il ne faut pas le nier. Dans ces cas-là, il ne faut pas... voilà. Et le flottement, il est dû à quoi? Il est dû à une question simple qu'on doit se poser. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité pour nous aujourd'hui? Et la priorité, si on veut même, y compris après, faire des réformes sociétales fortes, c'est d'abord de résoudre la crise sociale dans le pays. Parce que c'est elle qui est la racine de tous les problèmes. Pourquoi ne pas avoir dit ça avant? Alors, ça, je suis pas en situation... Non, vous n'êtes pas en situation. Moi, vous soutenez ce gouvernement et ce président. Non, mais moi, je viens, et vous avez vu, je viens ce matin. Je viens pas dans d'autres périodes où c'était plus facile. Je l'ai dit en bureau national du Parti Socialiste il y a 4 mois, dans un débat. La ministre était là, je leur ai dit, faites attention. Faites attention. On doit toucher à ces fondamentaux de la société avec une main tremblante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Moi, je m'inscris dans une logique d'évolution, de combat pour l'égalité des sexes entre les femmes et les hommes. Je m'inscris dans une logique du mariage pour tous et dans une logique qui lutte contre toutes les discriminations. Mais je sais que je dois dialoguer avec la société. Et peut-être que dans le gouvernement, cette idée que en permanence le dialogue doit être important, doit prendre le pas sur le reste. Je m'explique. Dans la loi sur le mariage pour tous, telle qu'elle a été faite, nous n'avons pas su, au moment où il fallait, prendre en considération ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous. Une loi sociétale, ça se joue pas 51-49. Vous n'avez pas considéré, si je puis dire, celles et ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous. Il faut comprendre, ils ont l'impression qu'on leur prend quelque chose. Et on doit le respecter. Qu'on leur impose quelque chose. On leur prend quelque chose. Oui, on impose, non, on n'impose à personne d'être homosexuel dans cette société, contrairement à ce que dit Monsieur Zemmour. Et on y reviendra, j'espère, tout à l'heure. On donne la possibilité à ceux qui ont une sexualité différente de pouvoir la vivre sans être discriminés. On donne la possibilité à ceux-là d'avoir une vie de famille. On donne aux femmes la possibilité de franchir un pas dans le combat pour l'égalité. Bon, voilà. Alors ça se fait dans le dialogue, dans le respect, en permanence. Et la tentation qui peut être celle de jeunes parlementaires, c'est de se dire, on a la légitimité démocratique, donc les autres sont minoritaires, et donc ils doivent admettre. Et donc il faut prendre le temps dans le dialogue parlementaire, dans la vie parlementaire, dans la vie politique du pays, en permanence de comprendre et avoir les mots nécessaires. Des fois, ça tient à rien, ça tient à quelques phrases, une fois qu'on a voté la loi, de dire... Je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui sont pas d'accord. On va faire un pas ensemble. On en tirera des bilans s'il faut. On va comprendre ce qui s'est passé et on va voir s'il faut corriger ou non. Ces mots-là sont importants dans le moment actuel. Voilà. Qui est Premier ministre?
C'est Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Ayrault. Bon, écoutez, bon alors. Non, je vous demande ça comme ça. Non, mais au passage, au hasard. Je pense que je pense que le gouvernement va certainement se réunir et puis qu'ils vont clarifier ça entre eux. Il y a en tous les cas la nécessité que les choses soient claires sur la loi famille. Elle a été reportée. Certains nous disent elle est enterrée. Je ne le crois pas. Je pense simplement parce qu'il y a des aspects de la loi famille. On en parlera demain avec Dominique Bertinotti qui sera à votre place d'ailleurs. Il y a des aspects qui étaient constructifs. Oui, c'est pour ça que je crois qu'il faut simplement prendre le temps nécessaire de trouver les voies du dialogue. Et je vais prendre le schéma inverse, si vous me permettez. Imaginez qu'on passe en force après la manifestation. Oui. Donc ça veut dire que les partisans de la manifestation disent on remet le couvert. Donc on repart. Et qu'est-ce qu'on va nous dire à ce moment-là? On va nous dire qu'on est en train de diviser la société, d'allumer des incendies, qu'on joue avec le feu et que on se concentre pas sur l'essentiel. François Hollande a eu raison? Oui, je pense qu'il a eu raison. Bon. Non pas, il a eu raison de prendre le temps nécessaire de dire, et à un moment donné, il vaut mieux assumer les difficultés. Un recul. Et le dire comme tel. On prend le temps nécessaire. Mais c'est pas ce qu'ils disent, c'est pas ce que le gouvernement dit. Le gouvernement nous dit, nous avance des raisons abracadabrantesques, si je peux dire. Je pense que si je me peux permettre, si je me permets ce conseil modeste, quand, vous savez, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du cocard. Je vais vous la raconter. Si vous me permettez. Il se trouve que j'avais un ami qui était publicitaire et un jour il a une énorme campagne publicité à proposer et il n'arrive pas à convaincre. Pourquoi? Parce qu'il a un énorme cocard à l'œil. Et il se rend compte que son problème, c'est que tout le monde se pose la question de savoir d'où vient le cocard. Donc il s'arrête, il leur dit voilà, c'est pas ma femme qui m'a battu, je me suis pas battu avec mes voisins, j'étais au rugby, voilà. Et il a emporté la campagne publicitaire. Évidemment, voilà. Ça me fait plaisir d'entendre ça. La gauche trompée et répudiée, dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, il a un problème avec lui-même. Et qui est très simple. Je l'ai entendu hier soir nous dire il faut un vote punition. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il était dans l'auto-punition. Parce qu'il croit quoi? Qu'il y a que les socialistes qui vont être punis? Il croit que lui, il va s'en sortir? Il croit que les gens vont pas aller lui dire mais toi, tu as appelé à voter Hollande, donc la gauche qui est au pouvoir, c'est aussi ta responsabilité? Il croit que il croit lui, il va me dire à moi qu'il prend pas en considération les problèmes de société? Je le connais parfaitement. Ça a été mon ami, ça reste mon ami. Et je sais que, y compris sur ces questions-là, il est comme moi. Moi, je suis pas un dogmatique. J'écoute, je comprends. Parce que j'ai mon éducation. Vous savez, il est pieds noirs comme moi. Donc il sait ce que c'est que la famille. Et ça compte. Le père, la mère, ces choses-là, c'est des repères fondamentaux pour nous. Et on n'est pas des Nordiques, nous, au point de départ. Donc on sait que c'est pas facile. Moi, je vais vous dire une chose sur ces questions-là. Je me pose des tas de questions. Toute la journée. J'ai pas des réponses faciles. Et quand je vois y compris mes propres amis me dire c'est simple, je leur dis c'est pas si simple que ça. Donc admettez qu'on puisse se poser des questions. Et discutons et dialoguons. Et lui, il est comme nous là-dessus. Il n'est pas différent. Et s'il croit qu'il est différent parce que simplement il est leader de la gauche radicale, je crois qu'il se trompe et je crois qu'il ne se rend pas service à lui-même parce qu'il ne s'en sortira pas. S'il croit qu'il va se substituer à la gauche, il partira comme tout le monde. Je lui ai dit, souviens-toi des années 30. Ça n'a pas été la victoire des communistes contre les socialistes, ça a été la défaite de tout le monde. Et tu seras avec nous dans cette situation-là. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, on en vient aux années 30, est-ce que vous êtes d'accord, Emmanuel Valls, qui dit le climat aujourd'hui est comparable à celui des années 30? Mais, si vous me permettez modestement, encore une fois, oui. Vous l'avez dit avant. Voilà. Bon. Mais c'est bien que les jeunes reprennent et se rendent compte qu'il y a des anciens. Oui, encore que comparaison n'est pas raison, comme on dit. Et qu'il ne faut pas reprocher, les choses se reproduisent pas. Il ne faut pas non plus, brandir sans arrêt le fascisme à tout bout de champ, parce que après, quand il est là, on ne sait plus. Voilà. Donc je n'emploie pas ce mot-là comme ça. Je dis il y a des tensions dans la société qui sont très fortes. Et ce qu'il voulait, pourquoi je vais vous dire moi? Parce que je pense que la pensée réactionnaire, elle est devenue à la mode. Et je vais vous faire un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Et si vous me permettez, comme vous me mettez en cause, je vais mettre en cause votre chaise. Allez-y. Regardez ce qui se passe chez vous. Il y a une émission que j'aime bien, que j'écoute, qui s'appelle Sacrément Brunet. Mais c'est pas une émission de radio, c'est une militance. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, il est très sympathique, très dynamique. Mais il y a que Sacrément Brunet. Pourquoi il n'y a pas Sacrément Drey? Pourquoi il n'y a pas Sacrément Drey? C'est une idée, tiens, Sacrément Drey. C'est une idée, c'est une proposition que vous nous faites. C'est une proposition. Mais c'est pas Sacrément Drey, mais je dis ça, pourquoi je dis ça? Parce que Brunet... C'est un parti pris, mais vous savez que dans l'émission d'Éric Brunet, toutes les opinions s'expriment. Dans Sacrément Drey, je vous promets, toutes les opinions s'exprimeraient. C'est très bien, c'est une bonne idée. Je dis ça comme ça. Parce qu'il y a... La pensée réactionnaire est devenue à la mode. Et là, l'interpellation, elle n'est pas d'aller dénoncer les réactionnaires. Ils font leur job, ils défendent leurs idées. C'est qu'en face, la pensée progressiste,
elle a reculé. Elle ne s'exprime plus. Elle ne défend pas ses valeurs. Mais elle s'exprime, on lui donne la parole sans cesse. Non, écoutez. Julien Drey, vous dites. Attendez 30 secondes. Attendez. Je vais prendre. Oui, regardons. Qui est l'animateur tendance aujourd'hui? Qui est-il? Éric Zemmour. Mais il n'est pas plus tendance que d'autres. Mais si, il est tendance. Il est tendance. Et il est tendance parce que c'est à la mode. Parce qu'il a une parole différente qui tranche. Mais non. Moi, je vais vous dire une chose. Prenons l'émission de Ruquier. J'adore. Oui. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'en face de Natacha Polony, la gauche soit plus vivante. Et il est gentil, Amérique, mais il est toujours en train de taper sur son propre camp. Elle milite, elle défend ses idées. En face, c'est toujours le doute. Voilà. Donc, mais j'en ai plein comme ça. L'émission de Monsieur Tadei. Voilà, on invite des leaders et en face, on met des tendres. Ça marche pas. Vous inviteriez Dieudonné, vous? Non. Si vous étiez à ma place, tiens. Non, j'inviterai pas Dieudonné. J'inviterai pas Dieudonné. Moi, je l'inviterai. Oui, mais ça, c'est votre rôle. Moi, je suis militant politique. Non, mais bien sûr. Donc, et moi, je suis pas animateur. Oui. Voilà. Donc, chacun, c'est pas pareil. Moi, j'ai dit, regardez bien, 2005. Allez-y. Eliane Halimi. Oui. Tout seul, je dis, il porte une responsabilité morale. Il m'en veut à mort. Il me fait un procès. Le procès tourne, je le dis honnêtement, au meeting politique. Je le gagne. Oui. Alors que, je le dis honnêtement, ma phrase, je le reconnais, elle était lourde. Et que je me donnais pas lourd de ma peau. Mais je le gagne parce que je fais la démonstration dans le procès de ce qui est en train de se passer. À l'époque, la gauche, toute la gauche autour de moi, je suis tout seul dans le prétoire. Elle me dit t'as exagéré. Je dis c'est maintenant qu'il faut combattre. Parce que après, c'est un business. Je vais vous dire la vérité, je connais Dieudonné. C'est un excellent artiste. Au départ, Elie Semoun vous le racontera mieux que moi. C'est un business. Ouais. Il a un marché. C'est pour ça qu'il faut lui demander. Voilà. Il a un marché. C'est pour ça qu'il les yeux dans les yeux, il faut lui poser la question. Au départ, c'est un business, mais c'est plus grave. Sur le négationnisme, monsieur, il faut lui poser la question. Ça, franchement, votre rôle. Moi, c'est pas mon rôle. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est votre rôle. Bon. Mais moi, je suis contre. Alors que les choses soient claires. Je n'aime pas quand on interdit. Oui, c'est pas que je suis 68 ans, il est interdit d'interdire. J'aime pas parce que je pense que c'est une première défaite d'interdire. Même si parfois il faut en passer par là, parce qu'il faut pas être naïf. Je pense que sur Dieudonné, le combat n'a pas été mené quand il fallait le mener. On a regardé ailleurs et qu'on l'a laissé s'installer. Et vous savez, je suis un peu marxiste encore. Donc il y a une phrase que j'aime bien qui dit l'existence détermine la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'identifie au rôle qu'on joue. Ça veut dire que si je pense qu'au départ Dieudonné ne croyait pas un gramme de ce qu'il racontait, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il est convaincu. Vous savez quelle est l'accusation qu'on entend maintenant vis-à-vis de la gauche, de Valls et d'autres? C'est vous êtes en train de nous imposer une police de la pensée. Ah non, pas du tout. Alors moi, écoutez, vous avez entendu ça? Oui, la police de la pensée. Aucune police de la pensée. Au contraire, moi je suis pour la liberté, mais je pense que... Mais moi je vous dis pas que... Je suis pas en train de mais interdire les spectacles, c'est une atteinte à la liberté d'expression ou pas? J'aurais pas commencé par là. Personnellement, j'aurais pas commencé par là. J'aurais commencé par les questions économiques et je pense... Lui faire payer ses amendes. Voilà, lui faire payer ses amendes, lui faire respecter la loi, mettre des inspecteurs, je dirais, de police au sens constater ce qui se passe. Avant d'interdire les spectacles. Bon, maintenant, on en est arrivé là parce que ça prenait une autre dimension. Moi, personnellement, je considère que le combat contre Dieudonné, il faut le mener avec intelligence. Voilà. L'intelligence, ça veut dire que maintenant, c'est pas simplement la loi. L'intelligence, c'est que la société se réveille. C'est pour ça que je reprends un peu la parole là. Parce que j'ai fait SOS Racisme avec Harlem en 1984. Oui, cofondateur. Voilà. Et je l'ai fait parce que à l'époque, déjà, la gauche n'était pas à la hauteur. La société n'était pas à la hauteur. À nouveau, l'interpellation est posée. La majorité silencieuse, aujourd'hui, en France, elle n'est pas sur cette orientation-là idéologique. Mais elle ne s'exprime pas et personne n'a le courage d'aller au combat. Et alors après, évidemment, on se crie. Mais dites-moi, l'homme, votre ami, François, a-t-il le courage d'aller au combat, lui? Je pense que oui. Et je pense que c'était courageux de faire ce qu'il a fait là. C'était courageux parce que le plus facile, c'est de se laisser porter. Voilà. C'était courageux d'assumer parce que je pense qu'il va en prendre plein la tête dans les jours qui viennent. On va lui dire encore qu'il est faible, qu'il a reculé, etc. Bon, il prend la mesure. Et je pense qu'il y a des corrections à porter. Vous voyez, je le dis, je l'assume. Bon, parce que personne n'a raison tout le temps. Voilà. Donc là maintenant, il faut se concentrer sur l'essentiel, y compris pour pouvoir faire. Parce que moi, j'oppose pas le social au sociétal. Mais quand le sociétal se substitue au social, là c'est un problème. Donc aujourd'hui, la question prioritaire pour nous, c'est y compris pour la gauche et pour pouvoir être utile au pays, parce que la question qui est posée, c'est pas de se faire plaisir, c'est d'être utile au pays. La question qui est posée, c'est de donner le sentiment que l'ascenseur social repart, qu'il y a un espoir pour tout. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis très optimiste, contrairement à tout ce qui se dit. Et c'est aussi ça le message. La France, elle avance plus vite que ne le croient les responsables politiques. Je pense par exemple au débat sur l'intégration. Mais les gens, ils sont les populations, soi-disant, ce qu'on dit, les quartiers, ils sont en avance. Voilà, ils sont beaucoup plus en avance.
Il n'y a jamais eu autant de mariages mixtes dans ce pays. Nous avons une communauté musulmane qui représente 8 millions, mais qui pratique sa religion dans la plus grande tranquillité. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on se rassemble pour résoudre les problèmes. Et c'est ça le message que maintenant la gauche doit faire passer. Et ça, c'est un message de rassemblement. Merci Julien Drey, 8h55.